Mais avant cela, on va retourner sur le théâtre des opérations en Ukraine et on va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est dit lors de cette journée d'hier et notamment lors du discours de Vladimir Poutine à l'occasion du 9 mai. On va en discuter avec Michel Liégeois, professeur de relations internationales à l'UC Louvain, et avec Nicolas Gosset, qui est chercheur au Centre d'études de sécurité et de défense à l'Institut Royal de Défense. Merci à tous les deux de nous consacrer quelques minutes et d'essayer de décoder, si on peut le faire, la situation dans laquelle on se trouve. Je commence avec vous, Nicolas Gosset. On s'attendait à une journée très importante hier avec des déclarations de Vladimir Poutine qui auraient pu aller dans un sens ou dans un autre. On est resté un petit peu sur notre faim. Sur le plan militaire, quelle est la situation pour vous aujourd'hui, vous qui suivez ça jour par jour ou heure par heure? Est-ce qu'on est dans un moment de répit, dans un moment de basculement, dans un statu quo? Quels sont les termes que vous emploieriez? Ni l'un ni l'autre, en fait. Depuis plusieurs semaines, on a vraiment basculé dans ce qui devient une guerre longue, une guerre d'attrition, une guerre d'épuisement des ressources militaires de part et d'autre. On le sait maintenant, c'est de notoriété publique que les Russes ont centré l'essentiel de leurs opérations sur cette région est du Donbass, même si ça ne veut pas dire que le reste du territoire ukrainien soit exempt de frappes et de combats, comme on le voit notamment à Odessa avec les bombardements pendant la présence de Charles Michel, mais aussi autour de Kharkiv, où là on a des contre-offensives ukrainiennes qui sont jusqu'à présent relativement couronnées de succès, avec les troupes ukrainiennes qui sont aujourd'hui à moins de 20 kilomètres de la frontière russe. Dans le Donbass, en revanche, la Russie progresse doucement, lentement, mais certainement, avec des combats qui sont très violents, très durs pour les populations, des villes qui sont vidées de leurs habitants, mais pas complètement, ce qui veut dire qu'on a des milliers de gens, si pas des centaines de milliers, qui vivent sous des bombardements constants. Et donc, effectivement, une offensive russe qui grignote progressivement du terrain, mais au prix de pertes considérables du côté russe, également du côté ukrainien, même si elles sont moins communiquées, de destruction très, très importante. Et donc véritablement une guerre presque de moulinage, kilomètre par kilomètre, qui est centrée sur quelques villes, quelques villages, avec aujourd'hui les capitales provinciales du Donbass encore tenues par les Ukrainiens qui résistent, mais qui sont dans des situations très difficiles. Nicolas Gosset, on a vu sur une carte le Donbass, les deux républiques dont on parle, elles sont orange sur la carte qu'on vient de vous montrer. Vous dites grignotage, vous dites beaucoup de pertes, beaucoup de moulinage, c'est le terme que vous avez employé. Est-ce que ce n'est pas quand même un petit peu une surprise et quelque part une petite défaite ou au moins une déception pour l'armée russe? On avait annoncé un rouleau compresseur, on pensait même que la Russie ne ferait qu'une bouchée de l'Ukraine et qu'en quelques jours, elle pourrait contrôler quasiment tout le territoire, y compris Kiev, la capitale. Ce n'est pas du tout ça qui est en train de se passer. Est-ce que c'est pour ça que Vladimir Poutine, finalement, n'a pas eu de discours triomphant hier? Oui, parce qu'il n'y avait pas de victoire à annoncer, simplement. Même le dernier réduit de résistance à Mariupol est encore tenu par des combattants ukrainiens. Et encore une fois, dans le Donbass, tant que Poutine ne peut pas annoncer la libération des Russes de la région, eh bien, il s'est contenté de tenir un discours, une nouvelle fois, de justification de son programme opérationnel devant le public russe. Le discours d'hier, c'était un discours, somme toute, ordinaire, en temps extraordinaire, qui visait à susciter le patriotisme et à, encore une fois, réitérer l'argumentation fallacieuse de notre point de vue, mais acceptée par une partie de l'opinion russe, des opérations que le Kremlin conduit en Ukraine orientale. Et effectivement, des objectifs qui ont glissé par les résultats très mitigés, on va dire, sur le terrain et de l'échec dans la région de Kiev. Alors, donc, résultat en demi-teinte sur le terrain militaire. Je vais aller chez Michel Liégeois, professeur de relations internationales, pour voir ce que ça signifie en termes diplomatiques. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'en termes d'image, qu'en termes de relations diplomatiques, c'est aussi un échec pour Vladimir Poutine, qui est de plus en plus isolé sur la scène internationale, ou est-ce que les choses sont plus nuancées ? Je pense qu'au point où on en est, et compte tenu de la situation militaire qui vient d'être très bien résumée, je pense que Moscou en est à chercher une porte de sortie qui lui permettrait de sauver la face, parce que compte tenu des affirmations répétées de Moscou, de Vladimir Poutine sur les
les capacités de son instrument militaire et ce qu'on observe sur le terrain depuis maintenant de très longues semaines, de toute façon, l'échec est patent. C'est un échec total. Ce qui était prévu, c'était une campagne éclair, une libération glorieuse de l'Ukraine, et ici on a une armée qui s'embourbe. Et même dans le cas du Donbass, où quand même la plupart des experts militaires disaient que là, l'armée russe allait trouver quand même des conditions plus favorables, avec des lignes de communication beaucoup plus courtes, un terrain plus favorable à sa progression, malgré ses avantages tactiques, la progression reste extrêmement lente et extrêmement coûteuse, donc on n'a pas cette guerre éclair, on n'a pas cet écrasement de la résistance ukrainienne, il n'y a pas d'effondrement. Ouais. Or, ça aurait pu être une annonce qui aurait pu être faite en disant, voilà, maintenant que les conditions sont remplies, le rouleau compresseur est en route. Et ce n'est pas du tout le cas. Et Michel Liégeois, quand vous dites on cherche une porte, les choses s'inversent. Michel Liégeois, quand vous dites on cherche une porte de sortie, ça peut être quoi? Ça peut être, on peut enfin investir peut-être dans les négociations. Il y a eu des négociations entre Ukrainiens et Russes, mais elles n'ont pas porté sur des choses fondamentales. Elles se sont un petit peu enlisées. Vous pensez que maintenant que cette date du 9 mai est passée, ça pourrait être relancé? C'est encore un peu tôt. Je pense que Vladimir Poutine attend qu'il y ait une situation sur le terrain qu'il puisse figer et considérer que obtenir que cette situation obtenue par la force soit régularisée d'une certaine façon par un accord politique puisse être vendue comme une victoire au minimum à son opinion publique interne. S'il parvenait par exemple à conquérir la quasi-totalité du Donbass et à relier, comme c'est déjà pratiquement le cas, si on part de l'hypothèse que la résistance à Mariupol va quand même s'arrêter un jour ou l'autre, donc relier le Donbass à l'Ukraine, voilà, c'est un objectif minimal, très très loin de l'objectif initial, mais qui pourrait quand même être vendu par sa propagande comme étant une victoire, libérer les populations russophones et opérer la jonction avec la Crimée et obtenir une sorte de statut définitif qui engrangerait cet acquis. Alors ceci est encore de la politique fiction ou de la diplomatie fiction, parce que rien ne dit que les Ukrainiens accepteraient un tel scénario, parce qu'on ne peut pas du tout exclure que la situation s'inverse sur le terrain et que petit à petit, renforcés par des livraisons d'armement extrêmement importantes, les Ukrainiens s'enhardissent et finissent par reprendre du terrain. Ouais. Nicolas Gosset, vous croyez dans une situation où une solution diplomatique, une porte de sortie honorable pour la Russie serait impossible, et on ne peut pas complètement écarter l'idée dans cette hypothèse qu'à ce moment-là, les pressions occidentales se fassent sur Kiev en disant n'humiliez pas Poutine parce qu'alors un drame est possible. Ouais. Et donc il faut à un moment donné raison garder et lui laisser une porte de sortie honorable. Ouais. Il faut être deux pour négocier, évidemment. Nicolas Gosset, est-ce que vous croyez à cette inversion à laquelle Michel Liégeois vient de faire référence? C'est-à-dire que plus le temps passe, plus les livraisons d'armes occidentales renforcent les positions ukrainiennes, et peut-être qu'à un moment, les Ukrainiens, non seulement auront stoppé l'offensive russe, mais ils seront peut-être en mesure de mener une contre-offensive et de reprendre du terrain. C'est une hypothèse réaliste pour vous ou pas, ça? Et si oui, à moyen terme ou à long terme? Ça devient une hypothèse de plus en plus probable et pas à très très long terme, parce que les livraisons d'armement occidental et spécifiquement britanniques, américaines, aussi de certains pays d'Europe orientale, prennent un tour vraiment considérable. Washington est en train de discuter au Congrès un budget de 32 milliards de dollars, 32 milliards de dollars, dont 20 milliards d'aides militaires directes à l'Ukraine. Les armements lourds arrivent sur le terrain. Il y a véritablement une course contre la montre qui est perçue par Washington pour se jouer dans le Donbass, où effectivement, pour le moment, il y a une sorte de volonté d'équilibrer le rapport de force, mais ce qu'il faut bien prendre en ligne de compte pour balayer l'hypothèse de la négociation diplomatique que vous semblez évoquer, c'est que, en particulier dans le chef des Américains, on n'en est plus du tout là. On a des déclarations du ministère de la Défense des États-Unis qui disent qu'aujourd'hui, l'objectif n'est pas seulement celui d'un soutien aux Ukrainiens, mais d'un affaiblissement de la Russie. Donc le but, pour certains à Washington, l'aile dure du Parti démocrate, mais ça vient bien au-delà, le but maintenant, c'est que l'Ukraine reconquiert
à moyen, long terme, une partie des territoires que la Russie a cherché à prendre. Et ça fait changer la guerre d'échelle. Ouais. Et Nicolas Gosset, je vous pose alors la question suivante. Si c'est ça qui se passe, est-ce qu'on doit craindre une réaction peut-être d'orgueil, une réaction un peu désespérée de la Russie qui pourrait être une guerre sale, une guerre nucléaire, une guerre chimique? C'est quelque chose que vous envisagez ou pas du tout? Disons que le spectre, il est là, l'hypothèse, elle est constante, mais visiblement, les Américains ont internalisé l'hypothèse, ne la considèrent pas comme suffisamment crédible et sont prêts à prendre le risque aujourd'hui de pousser bien davantage les lignes rouges supposées du Kremlin qu'ils ne l'étaient au début de la guerre. On a une variation du discours américain et des actions posées par les États-Unis, mais aussi le Royaume-Uni, je veux le souligner, parce que le discours britannique s'est considérablement durci, qui fait fi aujourd'hui de tout ce débat sur la co-belligérance et ce genre de choses. Les Américains sont bien au-delà. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'il n'y aura pas d'hommes, mais tout le reste, ça peut être fait. Et l'objectif, c'est de battre la Russie. Oui. Une dernière question, Michel Liégeois. Fin de semaine, il y a 2 pays européens de l'Union européenne, c'est la Suède et la Finlande, qui vont peut-être devoir se positionner sur l'idée d'adhérer ou pas à l'OTAN. S'ils le font, ça veut dire que finalement, sur le plan diplomatique aussi, la Russie aura perdu une manche? Oui, c'est le grand paradoxe de cette affaire, c'est que tout a commencé par la volonté de Moscou d'imposer en quelque sorte une forme d'aire d'influence privilégiée à ses confins occidentaux et va se retrouver fort probablement du fait de cette aventure ukrainienne dans la situation exactement inverse, avec des pays qui n'envisageaient pas, il y a ne serait-ce que quelques mois, une adhésion à l'OTAN, et qui, du fait de l'attitude agressive de la Russie, ont aujourd'hui une population qui est majoritairement favorable et qui font des pas concrets en ce sens. Oui. Merci beaucoup. Merci pour vos éclairages, Michel Liégeois, professeur de relations internationales à l'UC Louvain, et Nicolas Gosset, chercheur au Centre d'études et de sécurité de défense à l'Institut royal de défense. Merci à tous les deux.